Bonsoir, bienvenue à Classico, l'émission pour les passionnés de football, y compris et surtout en période de confinement. Classico épisode 4. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre à la radio et sur les réseaux sociaux notre émission tous les lundis soirs à 21h. Merci beaucoup à vous. Nos experts du lundi, eux, sont devant leurs ordinateurs, concentrés comme jamais. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir Steve. Franck est aussi Bonsoir à dans tout sa le monde. voiture, communicant et fondateur de Routespa. Merci d'être avec nous ce soir Franck. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir, Vous en représentez direct de ma chambre. Voilà, vous représentez la confrérie des avocats et le sport amateur. Le retour ce soir après une période d'indisponibilité due au Covid de Michael Tapiro. Bonsoir Michael. Ah, Michael va revenir auprès de nous. C'est le Covid, hein. C'est le Covid qui perturbe le réseau. Là. Michael, qui est fondateur et directeur général de la Sports Management School à Paris et qu'on va retrouver dans quelques secondes. On reçoit deux invités ce soir dans Classico. Alexandre Darmon. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Vous êtes journaliste, auteur d'un très beau documentaire sur Canal+, Une vie d'écart. On me dit que vous êtes également un sacré joueur sur mon petit gazon. Est-ce que c'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Je suis pas mauvais. Alors, vous pourriez peut-être donner quelques conseils à Benjamin qui est à la peine en ce moment. Merci en tout cas, merci en tout cas d'être avec nous, Alexandre. Et puis bonsoir également. C'est pas beau. Ah, mais c'est vrai. Bonsoir également Antoine Greenbaum. Bonsoir Antoine. Plaisir. Ravi de vous d'être recevoir. avec vous. Vous êtes Un journaliste honneur, sportif, auteur d'un récent livre aux éditions Amphora dont on va parler tout à l'heure, que je vais montrer à la caméra. Nos grands champions se souviennent. Voilà, c'est là. Bienvenue à Classico qui démarre tout de suite. Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Messieurs, on va démarrer cette émission avec le débrief de la 9e journée de la Ligue 1 ce week-end. Paris est toujours leader après sa victoire à Nantes 3-1 samedi soir. 7e victoire de rang pour le club de la capitale qui peine néanmoins à convaincre. Jeu insipide, manque de créativité. Êtes-vous inquiet pour la saison du Paris Saint-Germain? Alexandre? Non, je ne suis pas inquiet pour la saison du Paris Saint-Germain. Manque de créativité, manque offensif. Ils mettent quand même 3 buts, le Paris Saint-Germain. 3-0 à Nantes. Bon, après, s'ils rentrent à la mi-temps étant mené 2-0, ce n'est pas un scandale. Mais ils marquent 3 buts. 3 buts, c'est beaucoup quand on regarde aussi les autres clubs européens, les autres grands clubs européens. Je pense que là, en ce moment, c'est terminé les clubs qui vont mettre 4-5 buts tous les week-ends. Donc, oui, il y a un manque de créativité. Il manque beaucoup de joueurs. Neymar, il se blesse mercredi, il ne joue pas samedi soir. Il manque Icardi. Maria, Icardi, Verratti. Voilà. Et ils foutent quand même 3 buts au FC Nantes. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Après, c'est vrai que c'est pas beau. Qui rappelons-le, un grand d'Europe. Oui, Paris. Non, Paris. Nantes. Non, mais d'accord. Mais dans ce cas-là, si on va sur ce terrain-là… C'est un Grande-Bretagne. Non, mais quand on voit Liverpool… Pour donner un élément statistique pour appuyer ce que je vous proposais dans la question, en première mi-temps, Paris-Nantes, c'est 0 tir cadré. C'est quand même assez faiblard. Antoine? Inquiet, en fait, il faut se demander de quelle compétition on parle. Inquiet pour la Ligue 1, non, il y a 25 niveaux d'écart entre le PSG et toutes les autres équipes. Le sujet, il n'est pas là. Si je suis inquiet pour la Ligue des Champions, oui, évidemment. Après, on sait très bien qu'avec le retour de Neymar, quand Neymar et Mbappé sont là, c'est pas la même équipe. Mais pour aller loin en Ligue des Champions, regardez tous les derniers vainqueurs de la C1, sont systématiquement des équipes qui ont une identité de jeu très particulière, très spécifique, que ce soit le Liverpool de Klopp, le Real de Zidane. Et quelle est l'identité de jeu du Paris Saint-Germain en phase offensive, à part donner le ballon à Neymar et Mbappé? Il n'y a pas de numéro 9. Keane, ce sera trop léger pour la Ligue des Champions. Mbappé ne peut pas jouer numéro 9. Icardi ne reviendra, je pense, jamais au niveau qui a été le sien lors des 3 premiers mois. Et quand je vois ce que fait Ibrahimovic… Il n'y a pas d'autre option, Antoine, qu'un exploit individuel pour apporter la lumière pour l'instant au PSG. En aller-retour sur une double confrontation face aux grands d'Europe, je pense que ça passera pas parce que le problème, il vient pas des joueurs, il vient de l'entraîneur. Cet entraîneur n'est pas calibré pour entraîner le PSG, je l'ai toujours dit. Et c'est le cas aujourd'hui. Il va falloir se poser la question de par qui on le remplace l'année prochaine parce que si on se base sur ce que propose le PSG en Ligue des Champions dans les semaines et mois qui viennent ou sur ce qu'il a montré lors des derniers mois, non, ça passera pas. Benjamin? Pensez qu'aussi qu'on a fait le tour, que Tuchel a fait le tour de la question et qu'il a échoué? Non, je pense pas. Je pense qu'on est un peu dur là avec le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier qu'on vient de finir une très belle aventure estivale. Les joueurs ont enchaîné. Effectivement, il y a beaucoup d'absents.
Voilà, je vois aucune équipe qui s'amuse en Ligue des Champions hein, depuis le début là, entre ce qu'on a vu. Je vois aucune équipe qui gagne 3-4-0. Qui ça? Le Bayern. Quel tenant du titre, quel tenant du titre. Donc voilà, mais sinon pour tous les autres, c'est quand même pas simple. Il faut se roder. Avant, d'ailleurs, je me demande si c'est pas mieux. Hein. Avant, pendant les phases de poule, on gagnait tous les matchs, on arrivait en tête. Je me rappelle l'année, on a battu Liverpool et puis finalement, c'est Liverpool qui gagne. Donc c'est pas tout de suite que ça compte, ça comptera plus tard. Pour l'instant, on est en train de se roder, on démarre la saison. Et après, sur le match contre Nantes, bon voilà, quoi, on a un match qui est très faible, mais des deux côtés, quoi. Mickaël, est-ce que vous trouvez, Mickaël Tapiro, est-ce que vous trouvez que le PSG ne progresse pas en termes de jeu, que finalement Tuchel n'est pas parvenu à trouver la solution idoine pour faire avancer le club et lui permettre d'être le plus compétitif possible face aux grands d'Europe? Ouais, dans cette situation-là, Tuchel a besoin de relais sur le terrain. Et c'est vrai qu'en général, il faut un leader pour chaque ligne. Il avait un leader avant. Ah. C'est le Covid, hein. On a un petit problème de défense centrale, c'est Thiago Silva. Il n'a pas été capable aujourd'hui de remplacer l'activité de Verratti, par exemple, qui lui était un petit peu un lien. Donc, Verratti qui ne joue pas, Di Maria qui ne joue pas, Neymar qui ne joue pas. On se retrouve avec un milieu de terrain qui est un petit peu le centre névralgique de l'équipe, qui ne fonctionne pas. Donc, moi, je dirais, voilà, soyons prudents, attendons un peu. Alors, on va faire grandir Moïse Kean, Moshe. J'espère que voilà, il ira délivrer l'équipe peut-être en Coupe d'Europe, on verra bien. Mais je suis assez confiant, c'est-à-dire que c'est un peu le bordel, c'est un peu le foutoir. Il n'y a pas d'identité de jeu, je suis d'accord avec Antoine. Mais pour l'instant, on a cette équipe-là et il va falloir attendre des jours meilleurs. Et puis, Mickaël, vous parliez du milieu de terrain. Paris a recruté un certain nombre de milieux pendant le mercato, notamment Danilo. Franck, Danilo, on le recrute pour être numéro 6 et ça fait 2 matchs qu'il joue en défense centrale. Il n'y a pas un petit problème là? Non, ça n'a pas un problème. C'est la même chose pour tout le monde en ce moment. On voit que c'est absolument n'importe quoi. Mbappé en 9, c'est absurde. Je pense que à la fois c'est n'importe quoi et à la fois je trouve qu'on tape un peu trop sur le PSG. On se plaint d'une victoire 3-0, mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? Ça me rappelle la finale de la Coupe du Monde où on fait 2 actions et on mène 4-2 et on est champion du monde. Donc le tour de magie, je suis désolé, mais si ça nous amène à être champion de France et champion d'Europe, moi ça me va bien très mal jouer et de gagner 3-0. Donc encore une fois, quand on ne connaît pas le terrain, les gens gueulent en disant 3-0, la manière. Je suis désolé. La manière, quand on a une équipe décimée, gagner 3-0 même contre le dernier du championnat, c'est déjà un exploit. Donc ça, c'est les gens qui ne connaissent pas le football. Je suis désolé. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus ambitieux pour le Paris Saint-Germain? Deuxièmement, l'ambition, elle vient uniquement du style de jeu par rapport aux autres équipes. Ça fait des années que, et en France et dans toute l'Europe, tout le monde sait comment joue le PSG. Et en plus, ce style de jeu, ce n'est pas Tuchel qui l'a inventé. Donc ça fait 8 ans qu'il joue comme ça. Donc le style de jeu du PSG, les mecs savent nous attendre. Ils savent comment jouer contre nous. On l'a vu d'ailleurs contre Manchester, une équipe qui a été agressive au milieu de terrain, physiquement mieux préparée, ça arrive à nous contrer. Tout ça parce que d'abord, il n'y a pas de style de jeu et surtout, la disposition sur le terrain ne va pas. Les joueurs ne sont pas à leur poste, donc que ce soit Danilo, que ce soit qui ou n'importe qui, ou Mbappé, ils ne sont pas à leur poste. Donc le style de jeu, la formation ne va pas. Et troisièmement, moi je vois un problème. Même s'il y a eu une campagne européenne, les autres clubs ont eu aussi des campagnes européennes. La préparation physique, c'est pas possible que tous les cadres de l'équipe soient blessés. Ce n'est pas possible. On est au mois de novembre, c'est pas normal. Ils ont pas les joueurs parisiens sont en train de payer l'été qui a été un peu long en raison du Final 8. Antoine et Alexandre. Et les autres, on a l'impression que les autres n'ont pas joué. Il n'y a que nous qui avons joué. Est-ce qu'ils ont autant de blessés le Bayern? Est-ce qu'ils ont autant de blessés les autres? Non. Alexandre. Je pense qu'on est mal préparé. Alexandre puis Antoine. Les faits, quand même, c'est que Paris, aujourd'hui, ils sont premiers du championnat avec 2 points d'avance. En ayant joué beaucoup de matchs, ils sont encore devant en Ligue 1. Donc, pour répondre à la question de base, non, on n'est pas inquiet. Je pense qu'ils vont trouver leur rythme et tout. Et quand on regarde les autres équipes européennes, puisque c'est ça la question aussi, je suis désolé, mais elles ne flambent pas les autres équipes européennes dans leur championnat. Et en Ligue des Champions, hier, le Bayern, ils font 2-1 contre Cologne, qui est 16e du championnat allemand. Donc, bien sûr. Donc, ils ne flambent pas non plus. Et tout le monde va revenir tout doucement. Physiquement, c'est très dur. C'est pour ça qu'on a des joueurs qui sont blessés aussi. C'est qu'ils ne se sont pas arrêtés. Il y a eu Covid au milieu de tout ça. Ils ont dû jouer 3 jours après contre Lens, après une finale de Coupe d'Europe. Bon, le match a été décalé au final, mais c'était ce qu'on leur avait promis. Donc, il y a un moment, physiquement, ça va revenir, ça va tourner. On l'a vu samedi soir. C'est vrai que le match était horrible. Samedi soir, j'ai préféré zapper sur la 2 et regarder le match de l'équipe de France de rugby.
parce que franchement, c'était pas bon, c'est clair. Mais en attendant, S'il vous plaît, jeune homme, Alors, Paris a arrêtez gagné. l'équipe de France de rugby. Non, mais bien sûr. Non, mais ils vont gagner 3-0 quand même à Nantes. Alors, c'est pas fou, c'est pas une équipe incroyable devant, mais Nantes, l'année dernière, on disait que c'était une équipe qui allait être européenne cette saison. Antoine, Donc, Antoine Kenbaum, on parle depuis le début de l'émission de certaines insatisfactions. J'aimerais qu'on parle d'un des joueurs qui a extrêmement bien joué samedi soir, le gardien Keylor Navas, qui a notamment arrêté un penalty. Est-ce que c'est de loin la meilleure recrue à ce poste de l'ère QSI? En fait, il n'y avait plus de grands gardiens au PSG depuis Bernard Lama. Il y a eu un nom, celui de Grégory Coupé, mais qui était en fin de carrière. Très grand gardien de l'histoire du foot français, mais sinon, depuis Lama, il n'y avait pas eu un seul bon gardien au PSG. C'est clair. Et Navas, c'est l'un des plus gros coups. Franchement, si vous me parlez des coups, au-delà du fait de sortir le carnet de chèques pour acheter Thiago Silva, Ibrahimovic, Neymar et Mbappé, les deux grands coups de la part de Leonardo, c'est Verratti, évidemment. Même si Verratti, je commence à être de plus en plus circonspect par rapport à ses prestations et surtout le fait qu'il est régulièrement blessé, mais c'est Keylor Navas. Avoir un grand gardien, c'est la garantie d'avoir aussi une défense qui est rassurée. Et puis surtout, certains disaient il a du mal à gérer la profondeur, il n'a pas de jeu au pied. Alors oui, il n'a pas le jeu au pied de Manuel Neuer ou du Lloris, mais franchement, sur sa ligne, j'en vois pas beaucoup qui soient aussi forts que lui. Et puis, il a une faculté à être facile, à être tranquille. Comparons juste. Il faut lui donner le brassard. Et comparons juste, parfois le brassard, tu le donnes souvent à des joueurs qui sont sur le terrain parce que c'est compliqué de donner les indications, les ordres depuis les 16 mètres. Mais quand on regarde juste, comparons aux derniers gardiens du PSG, que ce soit Areola, Kevin Trapp, Sirigu, même si Sirigu, je trouve qu'il a été fracassé par erreur. Buffon, j'en parle même pas parce que ça a été l'une des pires recrues à ce poste-là et on se souvient de son match face à United. Parce que la question que vous posez, Steve, depuis le début, c'est est-ce qu'on est inquiet après ce 3-0 face à Nantes? Mais moi, je ne vous parle pas de la Ligue 1. Moi, je vous parle Évidemment, pas de la Ligue 1. c'était même face à l'équipe. C'est pour la Ligue des Champions. D'accord, mais même face à l'équipe D du PSG, Nantes n'a aucune chance. Et on l'a vu, ils font rentrer des gamins parce que le roster est court par rapport à ceux qui sont malades, à ceux qui sont blessés, à ceux qui sont suspendus. Donc oui, Navas, évidemment, mais il n'y a même plus de débat. Et j'espère, parce qu'il a dépassé la trentaine, qu'il va rester là le plus longtemps possible. Je crois qu'il a une bonne hygiène de vie. J'ai eu des petites infos là-dessus. C'est un mec qui est plutôt bien à Paris, qui se sent bien ici. On a un fan de Bernard Lama. On a un fan de Bernard Lama que vous évoquiez il y a quelques instants. Benjamin avait des posters de Bernard Lama au moins depuis l'âge de 5 ans. Est-ce que c'est le nouveau Bernard Lama du Paris Saint-Germain, Keylor Navas? Il a quelques Ligues des Champions au compteur, mais… Techniquement, ce n'est pas du tout le même gardien, mais en tout cas, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un taulier comme ça dans les buts. Moi, je rebondis sur, je répète ce que je disais, le fait qu'il ait le brassard à Nantes, je crois que c'est pas négligeable. Il faut peut-être y penser. Alors, Marquinhos est le nouveau capitaine, ça, il n'y a pas de sujet. Mais derrière, je crois que donner le brassard à Navas, ce sera vraiment quelque chose d'utile. Ouais. Après, dans les performances, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment ce qui nous manquait, quoi. Avoir un gardien décisif. Parce qu'encore une fois, avoir un gardien qui fait des arrêts quand ton équipe perd 3-0, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est être décisif. Et à Istanbul, il l'est. Parce qu'il fait des parades au moment où ça change le match. Et effectivement, les gardiens qu'on avait ces derniers temps, Sirigu, Areola et Trapp, malheureusement, ce n'étaient pas des grands gardiens. Il n'y a qu'à voir où ils jouent aujourd'hui. Sirigu, il est au Torino. Trapp, il est à Francfort. Et Areola, il est à Fulham. Donc, ce n'étaient pas des gardiens de niveau Ligue des Champions. Ce n'étaient pas des gardiens de ce niveau. Là, vous êtes dur avec Sirigu. Et je continue de penser qu'il faut le mettre dans les meilleures dispositions, qu'il faut lui mettre le brassard. Alexandre, pourquoi on est dur avec Sirigu? Il n'était quand même pas au niveau de. Mais il n'était pas au niveau de base, mais ce n'était pas le même gardien qui arrivait, c'était un investissement. Et il a apporté Sirigu au club. Il a été sacrifié à un moment donné, Sirigu, alors qu'il n'avait rien demandé à personne, qui faisait ses matchs. Et on a dit que tout était à cause de lui parce qu'on ne se qualifiait pas en Ligue des Champions. Ce n'était pas vrai. Et on l'a acheté, il avait quoi? Ah non, ça c'est pas vrai. Voilà, il avait 22, 23 ans, il faisait le taf, c'était un bon gardien, il aurait pu sortir sur la durée à Paris. Après, ça n'a rien à voir, c'est sûr, avec un gardien comme Keylor Navas qui est monstrueux. Le problème, c'est que moi, je ne connais pas un grand club depuis 15 ans qui a gagné une Champions League avec un gardien moyen ou normal. Et ça, c'est vrai aussi en équipe. Mais gardien de Liverpool, s'il ne se prend pas la manchette par… la manchette, le coup de coude, on va dire, jamais y perdre ce match. Il est assommé pendant 1 heure, il ne voit rien, alors que il se prend 2 buts, mais on sait très bien qu'il est l'ombre de lui-même. Donc je ne connais pas une équipe ou nationale, internationale, même en Coupe du Monde. On ne peut pas être champion du monde si on n'a pas un grand gardien. On ne peut pas être champion d'Europe si on n'a pas un grand gardien. C'est comme ça, et c'est plutôt d'ailleurs rassurant.
Parce qu'on n'en parle jamais des gardiens lors des transferts. C'est vrai qu'on parle souvent des attaquants, des milieux de terrain, mais le gardien, c'est peut-être un des rares axiomes dans le football, il y en a très peu, mais je ne connais pas une grande équipe sans grand gardien, ça n'existe pas. Les Combien il a Parisiens, coûté, Navas, d'ailleurs? Navas, il a coûté combien sur un transfert au PSG? Je me rappelle plus, c'était 10, est-ce que 10, 15 quelqu'un a millions. l'info? 15. 15, Ouais, Antoine nous 15. dit 15. Vous Ouais. vous Les- rendez compte, c'est 15 dingue. millions d'euros pour ce Les qu'il fait Par- aujourd'hui. Les Parisiens qu'on reverra mercredi en Ligue des Champions à Leipzig, c'est le remake de la dernière demi-finale du Final 8. Neymar, Draxler, Icardi ou encore Verratti seront toujours absents. Di Maria, lui, fera son retour. Comment est-ce que vous voyez ce match, Michael? Alors, c'est simple. Ce match-là va probablement faire basculer le début de la saison du Paris Saint-Germain. C'est une équipe de briques et de broc. C'est une équipe qui a de quoi faire. Je pense qu'ils ont l'ascendant psychologique. Maintenant, voilà, je suis pas devin. Je pense qu'il va y avoir un très bon résultat. On a vu des choses qui étaient effectivement assez moyennes d'un point de vue tactique et d'un point de vue technique au niveau du Paris Saint-Germain. Mais je pense que ça va faire la maille. Rafinha va peut-être voir son match référence si jamais il rentre sur le terrain. Voilà, on devrait avoir quelque chose qui tienne la route. Je suis pas du tout convaincu que Leipzig soit un intervenant très très menaçant pour le Paris Saint-Germain. Je les ai pas vus faire des exploits extraordinaires les 2 derniers matchs. Non. Je suis assez confiant. Et puis encore Antoine, une c'est fois, un une petite match. pièce sur le petit Keane. Antoine, vous êtes d'accord avec Michael? C'est un match test contre Leipzig mercredi soir pour le Paris Saint-Germain? Le test, ce sera, on le verra lors du retour à Old Trafford, même si Manchester est vraiment très très mal en Première Ligue. Face à Leipzig, c'est vrai que les Allemands avaient bien démarré leur saison, mais surtout ils ont une très très petite défense. Je trouve qu'Upamecano, qui est un joueur à fort potentiel, a du mal à confirmer. L'international français, on l'a vu, auteur d'une énorme boulette avec l'équipe de France il y a quelques semaines, et leur défense est vraiment friable. Ça dépendra de la manière dont cette attaque à 3, très certainement Mbappé, Di Maria et Moise Kean est capable de se comporter. À partir du moment où Mbappé est capable de combiner et ne cherche pas à réaliser l'exploit individuel, avec un milieu de terrain, il faudra de la créativité au milieu. Quand je vois le milieu qui est annoncé par le journal L'Équipe aujourd'hui, avec notamment Herrera et Gay au milieu, pour moi, ça manque totalement de créativité. En l'absence de Verratti, c'est le vrai problème. Et puis, surtout, au bout d'un moment, je crois que c'est Franck qui en a parlé tout à l'heure, le fait de ne pas mettre les bons joueurs au bon poste. Thilo Kehrer en défense centrale, non. Qu'il aligne la même défense que celle qui est la meilleure pour moi au PSG, celle qui avait joué le match retour contre Dortmund. Marquinhos Kimpembe, ne pas faire jouer Marquinhos au milieu en numéro 6, mais Marquinhos Kimpembe, c'est peut-être la meilleure défense centrale au monde. C'est une complémentarité entre les deux qui est parfaite, avec un Keylor Navas derrière. Sincèrement, c'est ce triangle-là, ce trio-là. Mais après, il va falloir voir à quel point est-ce qu'on est capable du côté du PSG d'être créatif et surtout d'être collectif. Pas d'exploit individuel, mais du collectif. C'est comme ça qu'on gagne des matchs et c'est surtout comme ça qu'on gagne en Ligue des Champions. Mais c'est ça qui m'inquiète. C'est ça juste, Steve, ce qui m'inquiète moi, par rapport à Tuchel. C'est quand on a la chance d'avoir cette doublette, de ne pas l'utiliser. Je crois que c'est là qu'on voit le problème de niveau. Parce que s'il n'avait pas assez de joueurs, s'il n'avait pas prouvé à quel point, c'est comme tu le dis, je suis complètement d'accord avec toi, peut-être la meilleure charnière au monde. Ok, je veux bien. Mais là, faire jouer Marquinhos au milieu de terrain, c'est vraiment hallucinant à ce niveau-là. C'est hallucinant. On va parler maintenant de l'OM, puisque l'émission avance. L'OM qui n'a pas joué ce week-end en Ligue 1 en raison de la cascade de cas Covid dans l'effectif de son adversaire de la semaine, le RC Lens. Une pause qui aura peut-être permis aux joueurs marseillais de récupérer leurs esprits après leur match, à vrai dire, assez catastrophique la semaine dernière contre Manchester City. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Olympiens aussi mauvais. Cette semaine, ils se déplacent sur la pelouse du FC Porto pour les retrouvailles d'André Villas-Boas avec son club de cœur. Après 2 défaites en 2 matchs, Benjamin, l'OM peut-il enfin se relever? Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé au Vélodrome contre Manchester City? Je crois qu'on a tous vu une leçon de foot. Vraiment, on a vu une leçon de foot technique, tactique. On a vu un monde une différence de niveau impressionnante, mais d'ailleurs à tous les niveaux. Technique, tactique, physique, le pressing. Les joueurs marseillais étaient harcelés par le pressing de Manchester City. Et pour s'en sortir, il faut être un joueur technique. Et Marseille, ce n'était pas le cas. Vraiment, ça a été assez impressionnant, je trouve. La classe, le niveau d'écart. Donc, est-ce que là, ils vont pouvoir s'en relever? Franchement, j'en doute. À Porto, ça va être même très, très dur. C'est quand même moins fort que City. C'est quand même moins fort que City.
Bien sûr que c'est moins fort, mais là-bas déjà, et Porto qui reste sur une victoire, je crois, pendant son dernier match, enfin bref, son dernier match en Ligue des Champions, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Alex, Ouais, j'y comment crois tu pas vois du les tout. choses? J'y crois pas du tout non plus. Et c'est dommage parce que franchement, quand même, il y a des joueurs à l'OM. Moi, j'arrive pas à comprendre cette équipe. Je n'arrive plus à la comprendre. J'arrive pas à voir. On parle du fond de jeu du PSG, mais il faut aussi qu'on s'intéresse à Marseille. Ils sont en Ligue des Champions. Quel est le jeu qu'ils proposent? Alors, il y a Ils une sont stat perdus. très parlante, Alex, pendant le match contre City. 51 passes vers les 30 derniers mètres tentées par les joueurs de Villas-Boas. Seulement 4 ballons dans la surface adverse ont été touchés. C'est terriblement familier. Est-ce que ça traduit la limite de cet effectif et peut-être aussi celle du coach Villas-Boas? Je ne sais pas si ça traduit les limites du coach Villas-Boas. En tout cas, l'effectif, c'est sûr qu'il y a des limites, mais il y a quand même des joueurs. Il y a quand même une équipe. Il arrive quand même à faire un 11 de qualité. Moi, ce qui m'inquiète à Marseille, c'est que je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne sais pas, on parle d'un triste record du nombre de matchs perdus en Ligue des Champions. Mais demain, moi, à Porto, alors j'espère me tromper pour l'OM et pour ses supporters, mais je ne vois pas comment ils peuvent gagner à Porto demain soir. Les Antoine, mecs, qu'est-ce qui manque? C'est un bon neuf? C'est une meilleure joueurs. animation offensive? C'est quoi? Il manque plein de choses. D'abord, il manque un milieu de terrain de niveau Ligue des Champions parce que Rongier, Sanson, alors si ça avait été le Sanson de la campagne de Ligue Europa 2018, j'aurais pu Ouais. vous dire autre chose. Mais alors, ce Morgan Sanson là, non. Rongier, Cuisance, très bon joueur, jeune joueur qui a fait quelques bons matchs avec le Bayern l'année dernière, mais vous ne pouvez pas demander à un joueur qui a que quelques matchs en Bundesliga, quelques matchs de Ligue des Champions d'être au niveau. Et puis surtout, il n'y a pas de numéro 9. C'est toujours depuis le départ de Bafé Gomis. Il n'y a pas d'attaquant de pointe. Et puis surtout, il n'y a pas d'attaquant capable de prendre la profondeur. Payet et Thauvin sont des joueurs qui adorent avoir le ballon dans les pieds. Il vous faut une sorte de joueur qui soit capable de faire des appels. Benedetto, déjà, ce n'est pas le Benedetto de Boca Junior. Alors, on nous dit qu'il peut avoir des séries et que là, il est dans un creux, mais Benedetto, ce n'est pas ça. Il a le niveau limite pour être un attaquant du Alors, côté qu'est-ce de qu'il l'OM faut faire? en Ligue 1. Qu'est-ce que Mais pourrait faire Villas-Boas? Passer en et 4-4-2? alors, en fait, il n'y a rien à faire. C'est juste que Marseille n'a pas le niveau. Et d'ailleurs, j'ai vu une stat. Si jamais Marseille perd à Porto, Marseille va égaler le record du nombre de défaites consécutives d'Anderlecht, 12 défaites consécutives, si jamais Marseille perd à Porto. Et je trouve qu'au niveau des médias français, on est très tendre avec Villas-Boas. On taille énormément Tuchel. C'est logique, il a un budget faramineux. Mais avec Villas-Boas, alors c'est un charmeur, il sait parfaitement gérer le jeu des médias. Mais son style de jeu, la philosophie de jeu, je ne vois absolument pas où il va en venir. Et l'année dernière, il réalise quand même quelque chose de fort avec cet effectif-là. Et cette année, il ne confirme pas. Et il n'est absolument pas critiqué et très protégé par les journalistes français. Michael, Ce qui manque, ce qui manque à cet OM, c'est un truc tout con, c'est l'expérience du haut niveau. Il n'y a pas dans cet effectif un gars qui a été loin dans une Champions League, qui a vraiment ou qui a gagné la Champions League, qui sait maîtriser, qui sait comment mener une équipe qui est certes en dessous techniquement, ça c'est clair, et qui pourrait justement faire la blague par des coups, par un état d'esprit. Encore une fois, comme ils n'ont pas le niveau technique, c'est une évidence. La seule chose qui pourrait les sauver, c'est d'être malin et d'être au niveau du mental à 200% pendant 90 minutes. C'est la seule option. Il y a plein d'équipes qui ont réussi à le faire. Porto, à l'époque, avait réussi à le faire. Benfica aussi. Il y a des équipes qui arrivent à passer le cap parce qu'ils ont un mental en acier trempé et ils ont surtout au moins un mec sur le banc ou sur le terrain qui sait comment ça se passe et qui sait que ça bascule en très peu de choses, avec un but ou une action contrée. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas on a d'expérience. quand même des joueurs expérimentés. On Ouais. a Payet, on a Non, pas à ce Mandanda, niveau. on a des Mais non, je suis désolé. Mais C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Mais moi, je trouve pas. Mais non, moi, je trouve qu'ils sont pas. dans la Quand je tête parle que ça joue. d'expérimenté, c'est d'un haut niveau. Et non seulement d'un haut niveau, mais c'est pour ça que je parlais du mental. C'est le mental qui peut faire quelque chose. Parce que même si techniquement on est en dessous, quand il y a du mental et quand il y a une façon de dépasser ce cas, même face à une équipe monstrueuse comme le PSG, on peut les faire trembler. Pour Mais il n'y rebondir a sur pas ce le que disait mental. Antoine, c'est pas le job du coach, justement, de les préparer mentalement à aller au casse-pipe pendant 90 minutes. Michael, juste avant la pause. Moi, j'ai mon avis là-dessus. C'est vrai que faut être très prosaïque. Il y a deux compétitions à mener. Il y a la Ligue
la Ligue 1 et la Champions League. Aujourd'hui, on ne peut pas être invité dans les deux. Et Marseille est trop courte d'un point de vue de son banc pour être invité dans les deux. Donc, quelque part, il faudrait qu'on ait des chiens sur le terrain pour la Champions League pour espérer un huitième ou éventuellement aller en quart. Et là, ils savent qu'ils ne sont pas invités. Ils sont pas invités, tout simplement. Donc, quelque part, au niveau mental, il faudrait vraiment que ce soit dans la politique du club de se dire il faut à tout prix qu'on score un huitième de finale. Et là, ça paraît mal barré. Alors, encore une fois, Porto, c'est un adversaire très, très valeureux, mais qui a l'habitude des joutes internationales, avec une équipe pareille, aussi, je crois que dans leur mercato, ils ont un peu à boire et à manger, mais ça va être très, très difficile. Mickaël, on va marquer une pause, mais n'allez pas bien loin. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Classico. On parlera de Rennes, mais aussi de Zlatan Ibrahimovic. Classico revient dans une poignée de secondes. La deuxième partie de Classico, la nouvelle émission 100% sport de Radio J. Autour de la table ce soir, Mickaël Tapiro, Benjamin Krieg, Franck Tapiro, Alexandre Darmon et Antoine Greenbaum. Troisième club français engagé en Ligue des Champions. Rennes aura fort à faire cette semaine face à Chelsea dans son antre de Stamford Bridge. Une rencontre qui marquera également les retrouvailles avec la nouvelle star de la Première Ligue, le gardien Edouard Mendy. Un seul but encaissé en 6 matchs avec les Blues. Le nouveau gardien rennais Alfred Gomisly prend ses marques. Il a sorti une belle performance contre Séville en Ligue des Champions la semaine dernière avec 8 arrêts. C'est un record en Ligue des Champions. Messieurs, est-ce une bonne pioche pour le Stade Rennais? Alex. Clairement. Oui, Alex Benjamin. C'est une bonne pioche. C'est un bon joueur, c'est un bon gardien. Et puis il fait des arrêts en plus un peu spectaculaires. Honnêtement, moi je suis assez impressionné quand je le vois jouer. Il est jeune, il fallait arriver derrière Mendy qui est parti à Chelsea, qui est une star, donc il va devenir une star. Donc oui, c'est une très belle pioche, franchement. Benjamin, il est de la même acabit que son prédécesseur? Ouais, techniquement, c'est un peu plus léger, je pense, en termes de prise de balle ou d'explosivité, mais effectivement, il y a des arrêts qui sont peut-être un peu moins académiques, mais qui sont tout autant décisifs. Donc, ouais, c'est très bien. Et d'ailleurs, à Dijon, il a été remplacé par Alakbé, que j'ai vu ce week-end aussi les dernières fois, qui est aussi un bon gardien. Donc, ouais, là, je crois qu'on a une bonne continuité, une bonne école de gardien entre Dijon et Rennes, on le savait déjà. Ouais, c'est intéressant. Alors, ce week-end en Ligue 1, la lumière est venue côté Rennais contre Brest de l'arrière avec des buts des défenseurs Da Silva et Aguerd. La semaine dernière contre Séville, ça va être un peu difficile pour les Rennais avec deux frappes seulement tentées. C'est le pire score de cette semaine en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille contre City. Et est-ce qu'il faut là aussi opérer un certain nombre de changements en termes d'animation offensive côté Rennais? Antoine? L'animation offensive, moi je trouve qu'il y a un joueur qui n'a pas forcément été très bien géré et qui est indispensable pour pouvoir franchir des paliers, c'est Mbaye Niang. Il voulait partir à l'OM. Ensuite, il y a eu l'épisode, l'imbroglio du vrai faux transfert à l'AS Saint-Etienne. Là, il est en manque de temps de jeu. Je trouve qu'il n'a pas été très bien géré mentalement. Il était très proche d'Olivier Létang, qui est l'ancien président du Stade Rennais. Pour faire un petit comparatif, je voulais juste finir sur l'OM et faire un comparatif avec Rennes. Ouais. La différence entre les deux équipes, c'est que du côté de l'OM, McCourt ne veut plus mettre d'argent. Donc, quand on se demandait si l'OM avait le niveau pour faire un résultat à Porto, la réponse est non. Parce que d'un côté, il y a un propriétaire qui est venu faire de l'immobilier à Marseille, qui profite du club pour se faire du réseau et acheter de l'immobilier, parce que c'est de cette manière-là que McCourt s'est enrichi aux États-Unis. Et puis de l'autre, il y a une famille, la famille Pinault à Rennes, qui a mis beaucoup d'argent l'été dernier pour acheter des joueurs, notamment Doku, ce très très jeune joueur belge qui vient d'Anderlecht, acheté 25 millions d'euros. Martin Terrier, 11 ou 12 millions achetés à l'OL. Il y a vraiment la volonté, ils se sont dit, pour notre première participation en Ligue des Champions, on va sortir le chéquier et surtout ne pas être trop ridicule. Je pense que la poule est trop relevée et Franck en parlait tout à l'heure, un joueur d'expérience. Autant je trouve qu'à Marseille, Mandanda, Payet, Thauvin, il y a 2 champions du monde, il y a quand même des joueurs qui savent ce que représente le haut niveau. À Rennes, là, il y en a vraiment pas. Bon, il y a Nzonzi. Ouais, Nzonzi, oui, effectivement, il y a Nzonzi, mais est-ce que les autres joueurs, même Kamavinga, qui est extraordinaire et qui est amené à être le futur numéro 8 de l'équipe de France, à remplacer Pogba très certainement dans les 5-10 années qui viennent. Est-ce que Kamavinga est capable? On l'a vu lors du match face à Krasnodar, il a été très bon. Mais là, Chelsea, c'est un niveau au-dessus. C'est le club qui a le plus dépensé cet été et avec une force offensive. Ziyech, Abraham, Timo Werner, Pulisic.
ça va partir dans tous les sens. Et la défense Aguerd da Silva qui a été si bonne ce week-end, qui a marqué les 2 buts de la victoire bretonne. Ok, c'est bien pour la Ligue 1, mais ça suffira pas face à ce type d'équipe-là. Chelsea, pour moi, fait partie des meilleures équipes d'Europe aujourd'hui. Il y a Alex qui demande la parole. En fait, quand on regarde Rennes jouer au football, c'est plus une équipe à réaction. Ils sont jamais dans l'action, ils font jamais à proposer du jeu et à se lancer. C'est quand ils prennent un but, ils reviennent tout de suite. Et puis il y a autre chose aussi à Rennes qui est important de dire, c'est que c'est nouveau pour eux un match tous les 3 jours comme ça. Ils vont jouer tous les 3 jours des matchs de haut niveau à chaque fois. Donc ça va prendre un peu de temps, mais moi, elle me séduit plutôt cette équipe. J'adore leur entraîneur. J'adore cet entraîneur qu'on ne connaissait pas et qui s'est fait sa place. Et je pense que petit à petit, Rennes va devenir une équipe importante, un peu comme Lille, à l'image de Lille, qui en quelques années s'est construite. Et ben, je pense que Rennes, ça va être un peu le même modèle, qui vont mettre de l'argent, c'est vrai, avec Pinot qui met de l'argent et qui met de l'argent intelligemment sur des joueurs à forte valeur et qui peuvent plus tard valoir encore plus cher. Parce qu'il y a pas mal de beau monde sur le banc aussi. On a vu Bourigeaud cette semaine qui était sur The Weeknd, qui était sur le banc. On a Sopi en défense, d'autres espoirs qui arrivent du centre de formation. Est-ce que le Stade Rennais progressivement, et je cède la parole à Benjamin, le Stade Rennais est en train progressivement de passer un cap et qu'il est en train de s'installer peut-être dans le Big Four ou le Big Five pour les prochaines années à venir en France? Ouais, ben, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est un club qui est très bien géré, comme on l'a dit là. C'est pour ça qu'on leur en veut pas de ce qu'ils vont faire cette année en Ligue des Champions. Ils apprennent pour le coup, donc voilà, on n'attend pas beaucoup plus d'eux. Là, à Séville, il n'y avait pas Kamavinga, et il n'y avait pas Nzonzi, je crois aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'ils avaient 2 atouts qui n'étaient pas là. On leur en veut pas. Les dirigeants ont effectivement un projet, ce qui, encore une fois, pour faire le lien avec l'OM, n'a pas l'air d'être le cas. Dans la soirée de Ligue des Champions de l'OM et de Rennes, moi, j'ai vu des joueurs au Borussia Mönchengladbach, des anciens de la Ligue 1. Je n'arrive pas à comprendre que des joueurs comme ça partent dans un club comme le Borussia Mönchengladbach et qu'on ne soit pas capable en France, et notamment un club comme l'OM, de les garder. Je ne comprends pas pourquoi des Pléa, des Thuram, on a vu Koundé aussi à Séville, je ne comprends pas pourquoi ces joueurs-là ne sont pas foutus de rester en France. Et je crois que c'est de la responsabilité des clubs. Il n'y a plus d'argent. Pas que justement, cette question, je l'ai regardé, le salaire de Thuram à Mönchengladbach, c'est autour de 300 et quelques, 300, 320, je crois. Benedetto à l'OM, c'est un poil moins que 300. Donc, oui, mais Benjamin, qui aurait offert 300 000 euros mensuels à Thuram en France? Certainement pas l'OM. Mais pourquoi Mönchengladbach le fait alors? En tout cas, c'est des joueurs. Non, mais c'est juste une question. Je ne comprends pas pourquoi on voit des joueurs qui étaient des joueurs moyens plus en Ligue 1. Pourquoi on les voit dans des clubs moyens plus en Bundesliga réussir en Ligue des Champions? Est-ce qu'il n'y a pas aussi je vais céder la parole à Mickaël et France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une attractivité offensive supplémentaire en Bundesliga pour des joueurs offensifs comme Pléa ou pour Thuram? Franck, Mickaël? Moi, je crois que c'est une question d'ambition. Et je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je ne reviendrai pas sur mon ami Eric Cantona, qui est devenu une méga star et un demi-dieu vivant quand il est parti en Angleterre. Je parle de tous ces talents, même inférieurs, bien entendu, à Eric, qui sont partis et qui explosent à l'étranger. On ne sait pas gérer, il faut le dire une bonne fois pour toutes. Hein. On sait gérer plein de trucs. On sait créer des talents en France, on ne sait pas les gérer. C'est vrai en le foot, c'est vrai dans n'importe quel autre domaine. On est peut-être le plus grand créateur de talents au monde dans tous les domaines. Mais alors, quand il faut les garder, les gérer et faire en sorte d'en faire des vrais stars, il faut qu'ils aillent à l'étranger. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 50 ans que ça existe. Prenez dans la technologie, prenez dans le foot, prenez dans le rugby, dans n'importe quoi. C'est incroyable de savoir à quel point on n'est pas foutu de savoir comment gérer la carrière d'un joueur, de savoir quand il a un grand talent, savoir justement l'emmener petit à petit. On le met tout de suite à la une de tous les journaux. Rappelez-vous, Gasquet, qui a 12 ans, gagne contre un petit Espagnol. On dit le nouveau Borg, mais le petit Espagnol, c'était Rafael Nadal. Regardez la différence de parcours entre les deux. C'est vrai dans tous les sports, partout, et en football en particulier. Ce que vous dites, c'est totalement juste, mais ça fait des années que ça dure. Donc, encore une fois, il faudrait peut-être qu'on se pose la question au niveau de notre mentalité, au niveau de notre ambition et de la gestion des talents. Antoine, vous vouliez dire un mot sur le business model des clubs allemands pour répondre à Benjamin, et puis on cède la parole ensuite à Mickaël. Oui, rapidement, pour répondre à Franck, avant l'arrêt Bosman, les jeunes joueurs français restaient en Ligue 1, restaient en D1. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'on n'a pas les moyens. À part, en mettant le PSG de côté, quel club a les moyens de payer Alassane Pléa,
Marcus Thuram. Alors, Jules Koundé, il a coûté 25 millions. Quel club en Ouais. France est capable de mettre 25 millions sur un défenseur des Girondins de Bordeaux qui a 21 ans ou 22 ans quand il part à Séville? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. L'OM a évidemment pas les moyens de payer plus que 12, 13, 15 millions d'euros. Il y a Lyon, mais à Lyon, il y a pléthore de joueurs avec l'absence de Ligue des Champions cette année. Avant l'arrêt Bosman, 95, on était capable de garder nos jeunes joueurs. On les formait. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la Ligue a d'ailleurs appelé la Ligue 1 Ligue des talents? Parce que c'est vraiment du marketing pur et dur, mais ça correspond bien à ce qu'est le championnat de France. Le 5e championnat en Europe, surtout parce qu'on n'a pas de business model. Qu'en Angleterre, il y a une fortune en termes de droits télé qui leur permet d'acheter des joueurs et de leur offrir des salaires qu'on est incapable de donner en France. Et Antoine, en à Allemagne, cet égard, en Italie un peu moins, mais Allemagne et Angleterre, oui. Antoine, à cet égard, le business model le plus réussi, c'est celui de Lille actuellement, en termes de Alors trading, puisque Lille, c'est… alors Lille, Lille, on n'est pas passé loin de la faillite Ouais. pure et dure, parce que quand Lopez rachète le club, comment est-ce qu'il rachète le club? Il rachète le club en s'endettant. Et pour rembourser la dette, il fallait absolument rester en Ligue 1. Et souvenez-vous que la première année, il est à ça de descendre en Ligue 2. Et puis après, il y a évidemment du flair parce qu'il a été capable de s'entourer intelligemment avec Luis Campos, qui est l'un des meilleurs recruteurs au monde, en allant chercher des Nicolas Pepe, des Victor Osimhen qui revend 70 millions à Arsenal, 80 millions à Naples. Aujourd'hui, son business model, il est stable. Il est sur le point de rembourser la dette auprès des banques qui lui avaient prêté l'argent pour acheter le LOSC au frère Sédou, à Michel Sédou. Mais le business model, de toute façon, il n'y en a plus qu'un en France. C'est de faire du trading, faire du trading. Mais il ne faut pas se tromper. Ce sont les résultats qui permettent de faire du trading. On ne fait pas du trading dans un premier temps. On en fait dans un deuxième temps parce que les joueurs que vous recrutez vous permettent d'avoir des résultats, brillent et ensuite vous les revendez très cher comme le fait Lille aujourd'hui. Mickaël, tu as un mot sur ce que vient de dire Antoine? Ah, On n'entend pas. On a un petit problème de connexion avec Mickaël, qu'on va retrouver dans quelques instants. Antoine, je vais vous céder à nouveau la parole pour dire un mot de votre livre. Nos grands champions se souviennent. Vous avez rencontré, dans le cadre de votre travail et pour la préparation de ce livre, plusieurs champions, pas seulement dans le monde du football. Lequel vous a le plus impressionné? Vous avez rencontré notamment Emmanuel Petit, Tony Parker, Julian Alaphilippe, ou il y a encore l'inoubliable Amara Simba qui a bercé notre enfance. Lequel vous a le plus marqué, le plus impressionné? En fait, je vais avoir beaucoup de mal à en ressortir un. Vous oubliez Fourcade, Bartoli, Romain Grosjean, Pierre Gasly. Il y en a beaucoup. Alexis Pinturo. Il y en a énormément. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Franck tout à l'heure, je vais vous dire l'une des interviews, l'un des entretiens que j'ai le plus apprécié, c'est celui avec Richard Gasquet. Et je lui ai notamment parlé de la couverture à 12 ans, Tennis Magazine. Et on s'en rappelle, hein? il s'en rappelle et on en a longuement parlé dans l'interview. On a parlé de plein de choses, notamment de sa relation avec Rafael Nadal qu'il a beaucoup soutenu lors de son contrôle à la cocaïne. Il me dit en fait tout le monde m'a laissé tomber sauf Nadal qui m'envoyait régulièrement des messages de soutien et ça il a vraiment souhaité en parler. Mais quand je lui ai dit comment est-ce qu'on gère quand on a 12-13 ans le fait d'être en une d'un magazine de tennis et surtout de devoir gérer beaucoup d'argent d'un coup, de devoir gérer une notoriété qui vous tombe dessus parce que psychologiquement on n'est pas préparé pour ça. Et là il m'a dit c'était beaucoup de pression, c'était très difficile à gérer et il me dit moi je retiendrai une seule chose même si sa carrière n'est pas terminée. Il me dit encore aujourd'hui que son plaisir pur et dur c'est de jouer au tennis. C'est de jouer au tennis, que peut-être il n'avait finalement pas le talent pour gagner des grands chelems, pour être ce joueur qui allait devenir numéro 1 mondial et écraser le tennis mondial, qu'il a quelques regrets sur 2-3 demi-finales en grand chelem, notamment à Wimbledon. Mais sinon, voilà, c'était de prendre toujours ce plaisir de taper dans la balle. En fait, ces entretiens, ils ont été faits pourquoi? Pour revisiter les grands moments du sport français de ces dernières années. Et il y a une question que j'ai posée, j'ai fait une interview assez originale entre Corentin Tolisso et Emmanuel Petit et je leur ai demandé quelle est la plus belle équipe de France, 98 ou 2018? Alors, vous imaginez évidemment leur réponse. Mais Steve, tiens, posez-la à vos invités et demandez-leur quelle est la plus belle de ces deux équipes championnes du monde. Et après, j'engage tous les auditeurs de Radio J à aller acheter le livre. Parce que juste interview croisée entre Tolisso et Petit, elle vaut le coup d'œil. Et je vous le confirme, on va parler maintenant d'un autre champion ensemble, Zlatan Ibrahimovic.
39 ans et toujours Ah, géant du Milan AC. On sait qu'on a un numéro 9 dans l'équipe de Classico en la personne de Franck. Zlatan qui a encore marqué ce week-end un but d'un joli ciseau. Le club rossonero conclut proposer une prolongation de contrat. C'est le meilleur buteur du championnat avec 7 buts en 4 matchs. Est-ce qu'il a raté, selon vous, une carrière à la Messi ou à la Cristiano Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, pardon, avec plusieurs Ballons d'Or à la clé, Alex? Non, mais Alexandre Darmon. Ibrahimovic, c'est le joueur que je vénère par excellence. Il est extraordinaire sur le terrain, hors terrain. Quand on voit sa campagne contre la Covid encore, il n'y a que lui pour faire ça. Et on a envie de se dire, bah ouais, mais c'est top, c'est génial ce qu'il fait. Son but ce week-end, c'est super. Après, je ne pense pas qu'il était destiné à avoir une carrière comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Il était destiné à avoir une carrière comme Zlatan, comme seul Zlatan peut l'avoir. On l'adore. On aime le détester, on adore l'adorer, on adore le regarder jouer, on adore le regarder faire des vannes, on l'adore sur le terrain avant toute chose, bien sûr. Moi, je l'ai adoré quand il était au PSG. Ça fait partie de ces joueurs qui marquent un club et où vous vous dites pourquoi on l'a laissé partir, ce mec. Est-ce que c'est aussi la question que vous vous posez, Franck, Benjamin, vous êtes supporter du PSG, est-ce que vous regrettez le départ de Zlatan? Zlatan, je vais vous dire, Zlatan, c'est mon idole, vraiment de toujours. Moi, j'en ai eu quelques-uns, mais des grands joueurs comme ça qui sont pas seulement des joueurs de foot, qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juste star en dehors, sur le terrain, c'est Cantona et Zlatan. Ils sont extrêmement proches dans leur posture, leur délire incroyable. On ne sait jamais s'ils sont sérieux, s'ils sont 8e degré, 1er degré. Et c'est ça, ce sont des artistes tout le temps. Deuxième chose, je me suis abonné au PSG quelques secondes après avoir entendu la rumeur de Zlatan Ibrahimovic, comme quoi il arrivait enfin au club. Donc, pour vous dire à quel point ça a eu un impact positif sur moi. Et c'est le plus grand joueur de foot pour moi que j'ai vu jouer sur un terrain. Je n'ai jamais vu un joueur pareil. Plus fort encore que Neymar? Mais c'est même pas comparable. C'est pas comparable. Neymar, c'est qu'un joueur de foot. C'est qu'un joueur de foot. Et encore Neymar, il n'est pas là dans les grands moments. Mais quand vous voyez Zlatan, c'est un dieu vivant. Il vole, il survole, il disparaît, il réapparaît. C'est un joueur. Qu'est-ce qui lui a manqué alors? Benjamin, qu'est-ce qui lui a manqué? Il n'a pas manqué. Il a manqué la Ligue des Champions. Mais non, la Ligue des Champions peut-être. La Ligue des Champions peut-être. Mais il a manqué d'abord l'entraîneur italien qui était le meilleur pour moi du démarrage, qui aurait pu nous amener avec une saison de plus, je pense, au titre depuis bien longtemps. Et je pense qu'à un moment, ça se fait pas. Il est magicien, mais à un moment, la magie, elle se fait aussi avec l'ensemble d'un staff qui doit s'organiser autour de lui, ce qui était le cas au début. Et puis après, voilà, je pense que je ne comprends pas que Paris l'ait laissé partir. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Il prenait beaucoup de place au moment où il était à la fin. À la fin, il prenait beaucoup de place. Il y avait Cavani qui était sur le côté, qui poussait aussi pour jouer dans l'axe. Donc, ça a été un joueur immense. Et ça, en dehors du terrain, ça a été celui qui nous a fait passer dans une autre galaxie quand même au PSG. Parce qu'aujourd'hui, ça nous semble normal de voir Neymar, Mbappé, Thiago Silva et les autres. Le premier, ça a été Zlatan. C'est lui qui nous a fait passer dans une autre catégorie. C'est lui qui nous a permis de devenir un grand club planétaire avec son image et ce qu'il était. Après, sur le terrain, ça a été un joueur extraordinaire. Moi, je me rappelle notamment à l'OM, il marque un but. Incroyable. Là, on lui a tous fait une statue, je pense, en tant que supporter parisien. Mais c'est vrai que voilà, il a manqué ce petit truc où en Ligue des Champions, il n'a pas été décisif. Il a été un peu absent. On le lui a beaucoup reproché. Hein? On le lui a beaucoup reproché d'être immense contre des petits clubs et d'être un peu moins là. Ça répond à la question, Steve, que tu posais sur est-ce qu'il a eu une carrière ou pas à la Messi ou à la Ronaldo. À mon avis, la réponse est non, à cause de ça, dans ces moments-là. Mais ça faisait partie du personnage. Tout de suite, dans Classico, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Le coup franc de Messi. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant qu'il nous a. Oui, quand il faut décider. J'adore. Omar Da Fonseca, l'autre génie de la télévision. Messieurs, vous avez chacun 45 secondes pour un coup de cœur ou un coup de gueule après un week-end de sport. Alex, puis Antoine, nos invités du jour, vous commencez. Je vais commencer. Moi, mon coup de cœur, c'est l'équipe de France de rugby ce week-end, samedi soir. Exceptionnel. Moi, j'ai fait 20 ans de rugby. J'avais vraiment mal à mon équipe de France depuis 10 ans. Et là, samedi soir, j'ai enfin vu des mecs qui jouaient au ballon, qui avaient envie de jouer, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je me dis que pour 2023, ça ne peut que nous promettre de belles choses. Mon coup de cœur, c'est ça. Mon coup de gueule, c'est du sport sans être du sport. C'est cette vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux où les joueurs de l'équipe de France de football certains joueurs encouragent les élèves à retrouver les chemins de l'école ce lundi matin. Et on en fait encore une polémique parce qu'il manque certains joueurs dans cette vidéo. Ça, c'est mon coup de gueule. Je trouve ça vraiment… En ce moment, on polémique sur tout et n'importe quoi. Les sportifs, là, ils font leur taf.
il motive les enfants et on trouve encore quelque chose à leur dire et à dire ouais, c'est pas bien, vous auriez dû le faire avec toute l'équipe. Voilà. Et je crois que ça a aussi beaucoup hérité Benjamin qui nous en dira peut-être un mot tout à l'heure. Antoine, coup de cœur, coup de gueule? Steve, mon coup de cœur, c'est mon livre. Je suis obligé de Alors, je le partager montre. ce coup de cœur. Je le remontre à la Steve, caméra. ça compte, ça, on a le droit. Ça compte, ça compte. Mais une seule fois. Je suis obligé, non. En fait, il faut vraiment que vos éditeurs aillent l'acheter. Il y a plein de choses, et notamment Julien Alaphilippe sur ses 14 jours en jaune l'année dernière. C'est franchement épatant la manière dont il le raconte, comment il a vécu cette deuxième peau, comment il a fait corps avec le maillot jaune. Fourcade qui parle de ses titres aux Jeux Olympiques. Tony Parker de la cérémonie d'adieu avec les Spurs. Une fois sa carrière terminée, notamment sa relation avec Tim Duncan qui ne lui adressait pas la parole pendant des mois et des mois quand il arrivait à San Antonio, sa relation avec Popovich. Je vous dis juste ça. Concernant mon coup de gueule, en fait, ça fait un petit bout de temps que je le pousse. Il concerne la ministre des Sports, que je trouve particulièrement incompétente et dramatiquement nulle. En fait, elle ne défend absolument jamais le sport français. Quand d'abord, il y a eu donc évidemment le premier épisode Covid, le premier confinement entre mars et mai, le fait de dire que le sport n'était pas essentiel ou était secondaire, je ne sais plus exactement quels sont ces termes. Et on voit aujourd'hui que le sport est indispensable, et je vais aller au-delà de l'analyse des performances sportives de Rennes, de l'OM et du PSG en quelques secondes. C'est juste de dire qu'il faut faire du sport, même pendant cette période de confinement, parce que ça nous permet tout simplement d'aller mieux et qu'il faut valoriser le sport dans notre société. Allez, Mickaël, Franck et Benjamin en 45 secondes. Qui veut prendre la parole? Coup de cœur, coup de gueule? Mick? Allez. Bon, moi j'en ai un. Alors, Allez, j'y Franck. vais, je me lance. Bah, évidemment, le coup de cœur, c'est le retourné de Zlatan. Voilà, le retourné de Zlatan. C'est pas seulement un but, c'est du spectacle, c'est du plaisir, c'est de l'envie, mais c'est surtout de la créativité. C'est une prise de risque énorme parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand il y a un retourné, tout le monde regarde s'il n'a pas fait un pied levé. Bon, ça, c'est un truc, mais pour vous dire, quand on est attaquant, c'est un truc qui rend fou. Parce qu'un retourné, c'est un geste très compliqué. Quand vous faites un coup de pied retourné, c'est que vous n'avez pas la possibilité de le prendre différemment. Donc, ce n'est pas un pied levé pour aller fracasser la tête de l'adversaire. Donc, déjà, c'est une posture négative. Alors que ça, c'est un geste magnifique, c'est un geste artistique. Puis réalisé par un Zlatan de retour, je trouve ça fabuleux qu'il puisse nous offrir quelque chose comme ça. Voilà. Benjamin? Voilà. Ouais. Le coup de cœur, et le coup de cœur, c'est évidemment le parcours du Tour de France 2021. Voilà, on espère que ce soit un Tour de France déjà au mois de juillet, qu'on retrouve de la foule, qu'on retrouve du beau temps, qu'on retrouve du monde, qu'on retrouve des étapes. On a des étapes de montagne exceptionnelles qui nous attendent. Le Tourmalet, Tignes, le Grand Bornand, 2 fois le Mont Ventoux. Ça, il ne faudra absolument pas louper cette étape. Ça va être extraordinaire. Julien Alaphilippe, c'est un Tour de France qui va être très intéressant pour lui. Il y a vraiment de la place pour des étapes de puncher. Ça va être top. Le petit Godu également, ça va être très intéressant. Pinot, ces étapes de montagne-là, elles sont peut-être faites pour lui. Voilà, on a hâte d'être en Pinot qui n'était pas 2021. forcément très satisfait de ce parcours. Je vais céder la parole à Mickaël qu'on a retrouvé. Mickaël, coup de cœur, coup de gueule? Alors, on a visiblement du mal à retrouver Noé Tchendewa. Mickaël, on va se quitter avec l'heure du quiz, puisqu'il nous reste à peu près 3 minutes. Messieurs, pour célébrer les retrouvailles de Villas-Boas avec Porto, on va tester vos connaissances sur le coach de l'OM. 10 questions. Premier arrivé, premier servi, ça commence tout de suite. Quel membre de la famille de Villas-Boas est d'origine anglaise? Sa femme? Sa femme. Non. C'est une honte, ces questions. Steve, c'est une honte, ces questions. Alors, personne? Bah, tentez quelque chose. Ces questions sont une honte. Personne? Sa grand-mère. Bon, c'est perdu pour la première. Quel manager? Ces questions sont une honte. Allez, la deuxième est peut-être plus simple. Quel manager a donné à Villas-Boas son premier job dans le football professionnel? Robson. Et une bonne réponse. Bonne réponse d'Antoine. Brian Robson qui partageait l'immeuble de Villas-Boas à Porto en 1994. À quel âge Villas-Boas a-t-il obtenu sa première licence d'entraîneur? 31 ans. 23. Ah non. 25. 32. Non. 27 et demi. Plus jeune. C'est assez impressionnant. 26, 25. Non. 23. Ces questions sont une honte. On devrait refuser de participer à ça. C'est l'absence des réponses qui est une honte. On devrait refuser. 17. 20 ans 17. 17 ans.
Mauvaise réponse. 17 ans, auprès de la fédération écossaise. Quelle est la première équipe que Villas-Boas a coachée? En tant que numéro 1, bien sûr. Coimbra. Non. C'est une sélection. Petite sélection. Ah, ouais. Antoine? Andorre? Non. Plus petit encore. Maroc. Non, c'est pas dans les. Le Maroc, c'est non. Pas dans les... Samarin. Non. C'est pas. C'est pas la dans les Tunisie, Émirats, non la Tunisie? Non, non, c'est pas dans les Émirats. Les îles Vierges britanniques. J'allais vous dire en CONCACAF. Alors, son bilan à Porto maintenant. Combien de défaites en 58 matchs? 3, Presque. 5, 5. Non. 4. 4. Antoine. Bonne réponse d'Antoine. Et la petite musique qui va avec. De quelle année date son triplé championnat coupe Ligue Europa avec Porto? 2011. Oh, la triplette pour Ah, Antoine. il est trop fort. 2011. Combien de titres de champion à son actif? Combien de titres? 4? Ouais. Non. 3? Ah, avec Non. Porto? Non, au total. Ah, il y en a 5, Ah, depuis qu'il a démarré? Ouais. Les champions nationaux. Au Zénith, peut-être un Ouais. titre de champion? Ouais. 5? Non. Il a rien gagné. 6? 2-2. Porto en 2011 et le Zénith Ah, en de titre de 2015. champion du pays. Oui, Ah, j'ai champion compris, le national. trophée, Ah. le À quel trophée, le entraîneur, trophée. plus facile, à quel entraîneur a-t-il succédé sur le banc de l'OM? Comment ça s'appelle pas Bielsa, non. Comment Non. ça s'appelle? Non. Oh Il y avait qui avant Facile. C'est Mitchell? Non. Il n'y avait pas Rudy Garcia? Et voilà, Ah, bonne bah oui, réponse. La Garcia. première réponse Garcia. d'Alex. Bonne réponse d'Alex. AVB, Villas-Boas aime d'autres sports que le football. À quel grand événement international a-t-il participé en 2018? Le Dakar. Paris-Dakar. Oui, Paris-Dakar. Bonne réponse d'Antoine. Et puis on termine. En quelle année Villas-Boas pourrait-il mettre un terme à sa carrière si l'on en croit ses déclarations? 2024. 2024, c'est une 5e bonne réponse. Belle victoire ce soir d'Antoine, champion. Il avait les réponses. Il avait Ah, gagne non, quoi? non. Ce Gagne quiz quoi? est un Eh scandale. ben, Ce il quiz gagne est une nouvelle un promo, scandale. une nouvelle promo de son livre. Nos grands champions. Nos Et grands tu champions mélanges se aussi souviennent. gagner. Steve, il faut le faire gagner. Il faut le ça. faire gagner à l'antenne. Et Il ben faut on va le le faire faire gagner à gagner. l'antenne. Et ben il faut le faire gagner. Le premier auditeur qui appellera la radio récupérera ce beau livre d'Antoine Greenbaum. Nos grands champions se souviennent aux éditions Amphora. Merci à tous de votre participation. Classico, c'est déjà fini. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site et sur la page Facebook de Radio J. Likez, partagez, commentez, tout ça nous fera très plaisir. Tout de suite, la soirée continue en compagnie Il y a d'Abner des Azoulay enfants, Steve. Des pour le enfants. festival oriental. Faites comme si mes enfants n'étaient pas rentrés dans la salle. Des fans, À lundi des prochain. supporters.